s'il vous plaît. Voici la première escale de ce vol spécial documentaire à destination ultraterrestre. L'être vivant que nous survolons est enfermé, pour l'instant du moins, dans une boîte de 10 cm de diamètre, avec pour nourriture ce qu'on appelle de l'agar, une gélatine à base d'algues marines. Pour l'heure, ayant suffisamment fait le tour de l'agar, il essaie d'en franchir la barrière, sans pouvoir s'échapper. Par contre, il échappe à tout raisonnement. Vous avez devant vous un myxomycète. Traduction, champignon visqueux. Visqueux, mais surdoué. Capable, s'il le faut, de devenir animal, de redevenir champignon, d'être un individu, de n'en être plus un, de mourir pendant des années, de ressusciter pour se mettre à faire du trapèze ou faire l'amour avec un autre, ou au contraire, aussi incroyable que cela puisse paraître, de l'assassiner à distance. Et tout cela, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir le constater. Cet être déconcertant, qui vit sur le bois pourri, fut d'abord classé par le spécialiste des champignons de Bari. Ne confondons pas, de Bari, c'était son nom. Il le nomma mycétozoaire, animal champignon. Ici, déposé sur du papier carboné, il s'y est tellement nourri qu'il s'est étalé sur 1 mètre carré. Nous voyons que le réseau de ces artères devient plus dense à mesure qu'il s'approche d'une zone frontale qui avance comme font les amibes, avec des pseudomembres gélatineux rétractables. C'est en accélérant la projection que l'on constate ce phénomène hallucinant pour un prétendu champignon. Il a des artères qui battent. Depuis des années, on cherche à comprendre. Les progrès du cinéma et de la microscopie permettent de voir de plus près comment, c'est le cas de le dire, ça marche. Car c'est la contraction régulière de ces artères qui fait avancer le champignon, avec des rythmes différents selon les endroits, ce qui produit un effet de vague. Artère, la comparaison s'impose. Votre écran, mesdames et messieurs, mesure à présent 600 microns, à peine un peu plus d'un demi-millimètre de large. Nous sommes dans l'une de ces artères. On constate qu'un courant vital, chargé de nourriture et d'informations, y circule en changeant de sens, en temps réel, toutes les 1 ou 2 minutes. Accélérons l'image, 48 fois. Ce sont bien les artères qui se contractent et font circuler le flux. Et voici, mis en valeur par une maquette géante, ce que révèle l'observation au microscope électronique d'une artère de ce champignon. Ces filaments imbriqués, jaunes, c'est de l'actomyosine, exactement, mesdames et messieurs, la même que celle qui fait contracter vos muscles. Exemple, votre doigt pour zapper. Mais vous auriez tort de le faire, car ce surdoué visqueux, amateur de bois pourri, n'a pas fini de vous étonner. Nous sommes en temps réel. On touche une de ces artères. Il y bloque aussitôt la circulation, pendant plusieurs minutes, comme s'il pensait « Qui va là? Qu'est-ce qu'on me fait ?» Et si on perce carrément son artère, son sang, entre guillemets, jaillit. Mais en 1 seconde, il arrête l'hémorragie en recréant une paroi autour. Faites-en autant. Et quant à dire, mesdames et messieurs, qu'on a l'âge de ces artères, alors ce champignon est immortel, jugez-en. Prélevons une de ces artères. Aucun danger. Il en refera d'autres. Et celle-ci, nous allons lui faire du trapèze, avec un anneau à chaque bout. Ça ne l'empêche pas de continuer à battre. Mais voilà qu'elle fait de l'arythmie. Ces 2 extrémités ne sont plus synchronisées.
Il lui faut un quart d'heure, ici quelques secondes filmées en accéléré, pour se remettre à battre à l'unisson des deux côtés. Et en quelques jours, elle refera un champignon complet. Et ce n'est pas tout. À la question « Champignon, as-tu du cœur ?» il répond « Pas la peine, on a dans ma famille le cœur de ses artères. » La preuve. En voici deux qui s'avancent l'un vers l'autre. Que se passe-t-il? Ils fusionnent, mélangeant leurs artères, et ne font plus qu'un. Ils ont fait l'amour. Mais ne croyez pas, mesdames et messieurs, que ce gélatineux soit un couche-toi-là. Il choisit. Voici ce qu'on pourrait appeler brève rencontre. Deux champignons s'avancent l'un vers l'autre, mais ils ne se plaisent pas. Ils se chevauchent, mais sans mélanger leurs artères. On reste amis sans plus. Encore, tant qu'on reste amis. Mais voici règlement de compte à hoquet visqueux. Votre écran est large de 17 mm. Les deux champignons s'avancent face à face. Celui de gauche va dégainer plus vite. Envoyez un signal de mort à celui de droite qui meurt avant d'avoir été touché. Crise artérielle. Et il se fait manger par le tueur. Plus étonnant encore, voici crime passionnel chez les champignons. Celui de gauche plaît à celui de droite, qui l'aborde et lui fait l'amour. Il mélange ses artères avec les siennes et, seulement après, le tue et le mange. Et ceci, observez bien. Le champignon est au centre. Il a le choix entre 4 directions. Dans une seule, à 4 ou 5 cm de lui, il y a du glucose. Il y va tout droit. Et puis, sur le sucre, on lui verse de l'acide acétique. Il recule et se sauve. On n'attrape pas les champignons avec du vinaigre. Mais voici qui défie carrément le sens commun. On vient de priver celui-ci de nourriture. Branle-bas de combat. La vie de champignon, c'est pas une vie. On change tout. Il élève alors des capsules de survie remplies de millions de spores. Quand les capsules sont mûres, les spores sont emportées par le vent ou la pluie. Là où elles arrivent, si les conditions leur plaisent, elles germent. Pour devenir quoi? Des amibes, c'est-à-dire des animaux qui se nourrissent en phagocytant des microbes, en les entourant pour les digérer. Oubliez la vie de champignons. Mais pas pour toujours, car si, à leur tour, elles manquent de nourriture, voyez ce qu'elles font. Elles renoncent à la vie individuelle. Elles se rassemblent, convergent les unes vers les autres, imaginez tous les Français affamés convergeant vers Paris, et fusionnent entre elles. Pour redevenir quoi? De nouveau, un champignon, avec des artères qui battent. Et si la nourriture revient à manquer, alors ça recommence. Branle-bas de combat pour l'éjection des spores et le retour à la vie animale. Certains myxomycètes, comme celui-ci, vont jusqu'à fabriquer des mâts pour mieux surélever les spores. Enfin, voyez celui-ci, conservé sur un morceau d'orme qui avait commencé à pourrir et qui s'est arrêté parce qu'on l'a mis au sec. On voit bien ses artères desséchées. Or, on a vérifié qu'il peut attendre ainsi au moins 25 ans. Et si, alors, on remet le bois à pourrir en forêt,
cette croûte desséchée ressuscite et redevient un champignon visqueux, mais surdoué. Le secret de la forme pour un champignon, c'est la spore. La spore, avec un E, pas le spore. Celui-ci, en train de projeter les siennes, est une pésise, du grec pésisos, terrestre. Il arrive au printemps sur les branches mortes, mangeable, mais sans grand intérêt sur ce point. C'est ce qu'on appelle un ascomycète, un champignon pas très évolué, qui projette ses spores avec des asques. Asque, c'est compliqué, dites-vous? Pas tellement. Une asque, du grec askos, outre, c'est un petit sac, une cellule, avec la forme d'un tuyau, prête à projeter des spores. Elles sont disposées les unes à côté des autres, sous la membrane qui tapisse le gobelet formé par le champignon, comme des orgues de Staline. Lancement provoqué par variation de température et d'humidité. Mais pour accroître la surface de lancement, sans élargir le chapeau renversé trop fragile, voyez ce que fait cette pésise un peu plus évoluée. Une surface plissée. Encore mieux, les élevelles. Cette courbure en forme de sel permet de loger beaucoup plus d'asques et de spores. Quant à l'élevelle crispée, elle a un chapeau rigolo, comme chantait Maurice Chevalier, mais qui en fait est encore une amélioration du plan d'occupation des spores. Le naturaliste Jean-Henri Fabre, dont le chapeau provençal était beaucoup plus sobre, a reproduit l'élevelle crispée à la date du 8 octobre 1891 avec la structure étrangement creusée de son pied. Un pied creusé selon une méthode que nous croyons avoir inventée, celle du fer en T, économie de matière pour une rigidité accrue. Enfin, la projection des spores véritablement tous azimuts. Urbi et torbi, voudrait-on dire, celle du gyromitre appelé mitre d'évêque. Saluons donc ces champignons qui ont l'air dérangés parce que, justement, ils travaillent sérieusement du chapeau. Et préparons-nous à atterrir dans un caca de grenouille, dont on ignore généralement que c'est une base de lancement. Le lanceur, Basidiobolus ranarum, le champignon des cacas de grenouille. C'est là qu'il vit. Mais il doit faire en sorte que ses enfants s'expatrient, dans l'espoir d'en conquérir un autre encore inhabité. Alors voici comment il fait. Il élève des filaments, en haut desquels il fabrique un lanceur de spores, une cellule allongée avec la spore dessus. Dans la cellule allongée, il fait monter du liquide sous pression. Pour filmer le lancement, la caméra tournait à 800 images par seconde. Et celui-ci s'est malheureusement fait entre 2 images. Exactement donc en un 800e de seconde. Voici comment ça marche en animation. La pression monte. La paroi de séparation entre la tige et la fusée porteuse, gonflée par la pression, cède brutalement. L'ensemble est projeté. La pression libère le liquide, dont l'énergie élastique est transformée en énergie cinétique. La masse de la fusée porteuse stabilise d'abord la trajectoire de la spore, puis, du fait de son inertie, se sépare d'elle et retombe. Mais son énergie cinétique a servi à propulser la spore plus loin. C'est exactement inventé par un misérable champignon depuis un caca de grenouille, le principe de la fusée à 2 étages. Distance de projection du premier étage, 1/2 cm. Distance de projection de la spore, 2 cm. Énorme trajet pour un bébé calibré au centième de millimètre. Dans ce plan très large, vu comme d'un satellite, vous distinguez de minuscules points blancs et comme des filaments qui rebondissent.
ce sont les microphiles d'Ariane, la fusée lanceuse de spores, à 2 étages et à répétition. À présent, mesdames et messieurs, pour oublier le caca de grenouille, un verre de bière. Qu'est-ce qui fait fermenter la bière? Un champignon, qu'on appelle la levure, qu'on mélange dans de l'eau au mou obtenu à partir de l'orge germée. La levure, c'est la surdouée du mou. N'est-il pas frappant de voir qu'un être aussi infime, dont les particules mesurent de 5 à 8 millièmes de millimètre, revendique une vie sexuelle? On a repéré que certaines de ces cellules de levure sont génétiquement différentes et ont la moitié des chromosomes des autres. Ce sont donc des cellules sexuelles, au même titre que nos spermatozoïdes et nos ovules. Dès qu'elles se rencontrent dans cette bière obtenue à partir de l'orge, c'est l'orgie. Sans même se choisir, au petit bonheur des rencontres, les levures mâles et femelles s'embrassent comme nous ne savons pas le faire. Le baiser total, l'effusion qui aboutit à la fusion, ce qu'on appelle la sexualité par conjugaison, qui permet le brassage des chromosomes et renouvelle d'autant celui de la bière. Quant aux levures qui n'ont pas la chance de rencontrer l'âme sœur, elles bourgeonnent, comme nos adolescents, créant des doublures de levures, évidemment toutes du même sexe. Ainsi noient-elles, direz-vous, leur chagrin dans la bière, ce qui les fait voir double. Mais à la première occasion, ces doubles se trouvent une moitié et l'épousent. Une levure de perdu, 10 de retrouvés. À présent, mesdames et messieurs, après la levure dépravée, le champignon alcoolo. Nous sommes en France, à Cognac, la ville dont le prince est un alcool. Vous vous demandez sans doute pourquoi des toits rouges et des toits noirs. La réponse est ici, dans les chais des producteurs. Quand un cognac tout neuf arrive dans un fût de chêne, il n'est pas encore un cognac. Ce n'est qu'une eau de vie, à 70 degrés. À mesure qu'elle vieillit, elle devient un cognac en perdant de l'alcool, qui s'évapore à travers les fûts. D'où la présence de ce champignon sur les fûts, sous les fûts, entre les fûts, sur les murs et les toits des hangars des fûts, où on le prendrait pour de la crasse ou de la pollution. Torula cognacensis, le champignon futé. Il ne vit que des vapeurs de cognac dont il tire sa nourriture carbonée. Faut-il s'étonner qu'au début il soit gris et qu'à la fin il soit complètement noir? À part ça, plus on met de fût, plus il est aux anges. Cette vapeur de cognac, lentement répandue, les producteurs l'appellent la part des anges. De temps en temps, malgré tout, il lui arrive une tuile, quand on en change une. Il lui faut du temps pour la récupérer. Ce champignon est un témoin précieux. S'il est là, c'est que le cognac vieillit bien. Il est son ami d'enfance. Pourtant, pendant la guerre, il l'a dénoncé aux Allemands. Quand ceux-ci voulaient savoir où il y avait du cognac, ils n'avaient qu'à survoler la ville. Toit noir, champignon, Achtung, cognac. Comme quoi, la part des anges peut, parfois, tenter le diable. Le diable existe. Je l'ai rencontré. C'est ce que dit, en le peignant pour une église, 15 siècles après Jésus-Christ, l'Allemand Matthias Grünewald. Le personnage humain représente les victimes d'un terrible fléau, responsable de millions de morts en Europe
jusqu'au XIXe siècle et, faute de mieux, attribué à des créatures de Satan. Le mal des ardents. Les gens se sentaient brûlés par un feu intérieur. Pris de convulsions, ils voyaient leurs membres se dessécher, puis tomber, et mouraient dans d'horribles souffrances. Sur cet ex-voto de l'église Saint-Roch à Paris, la Vierge semble dire à Dieu « Tu ne pourrais pas faire quelque chose ?» Dieu a fini par faire comprendre à l'homme que le diable était un champignon, l'ergot du seigle. Il prend la place de certains de ses épis. Sous cette forme, c'est un sclérote, un organe desséché, friable, qui fait le mort pour passer l'hiver. Au printemps, il revit. Il produit des tiges élastiques, dont chacune répand, avec le vent, des dizaines de milliers de spores, qui s'installent sur les fleurs femelles des épis. En réaction, le seigle produit des gouttes d'un liquide visqueux. On trouvait ça joli, on l'appelait rosée de miel. C'est le moyen trouvé par le champignon pour attirer les mouches et leur faire transporter ses spores. Repéré au début du XXe siècle, chassé du seigle et interdit d'ex-voto, réfugié chez les graminées sauvages, le surdoué du diable fait un comeback en 1938. C'est à partir de lui qu'on découvre la drogue la plus contestée du monde, le LSD. Mais la recherche pharmaceutique, aujourd'hui encore, s'intéresse à lui, ce qui fait qu'on n'a pas fini d'ergoter. Quoi qu'il en soit, il n'est pas mort. Dans ce coin de prairie sauvage, où nous l'avons filmé, 90% des graminées étaient infectées. Il y avait jusqu'à 15 ergots par épi. Et c'est dans cette prairie, mesdames et messieurs, une prairie calcaire, pauvre et sèche, que nous avons choisi de vous faire quitter l'univers des surdoués sans fleurs, afin de vous montrer cette fois une fleur surdouée. Une petite sauvageonne, sous-estimée elle aussi, la centaurée jacée. C'est une composée, c'est-à-dire qu'en fait son capitule, traduction sa petite tête, est composé, comme la marguerite ou le tournesol, d'un tapis de petites fleurs en tube. Celles qui sont à l'extérieur sont stériles. Elles jouent le rôle de pétales pour attirer les insectes. Celles du centre sont organisées de telle façon que la fleur mâle est un cylindre qui produit du pollen à l'intérieur. Et la fleur femelle agit comme un piston qui pousse progressivement à l'intérieur du tube, faisant jaillir en permanence, comme d'un tube de dentifrice, un peu de pollen à destination des insectes, sans le moindre risque pour cette herbe de se féconder elle-même, car sa fleur femelle, à ce stade, n'est pas mûre. Elle ne joue que le rôle de piston, et s'ouvrira plus tard pour un pollen étranger en sortant du tube mâle. Déjà, c'est assez génial. Mais là où ça l'est vraiment, c'est ici, au pied du tube mâle. Ces filaments, dès qu'un insecte pose la patte dessus, se raccourcissent pour faire s'abaisser l'étui mâle. C'est le cylindre qui s'abaisse en glissant sur le piston, ce qui fait jaillir du pollen frais sous le ventre du visiteur. Chargé, sans qu'on lui demande son avis, de l'emporter sur une autre jacée femelle ce jour-là. Devant de telles inventions de la vie, au service des plus humbles de ces manifestations, n'est-il pas naturel de se dire « Mais enfin, où est le génie qui s'amuse à ça » Ne pourrait-il se dénoncer ?